Bienvenue dans CQFD, la rubrique qui se pose la question « Mais comment ont-ils fait ?» Et par « ils », je parle aujourd'hui des développeurs de Mimimi Games. Dans ce deuxième épisode consacré à leur jeu Desperados 3 et son système de détection, on va modifier les cônes de vision en fonction des obstacles. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu la première partie. Si ce n'est pas le cas, jetez-vous directement sur l'épisode 1 en description ou via cette fiche ici. Nous allons reprendre directement là où on s'était laissé. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche afin de ne pas rater l'ultime partie de cette série de tutoriels. Avouez, ce serait quand même un peu bête. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Deuxième partie, les obstacles. L'idée ici sera de lancer une série de recasts à partir de la position du garde et de générer des mèches sur base des résultats obtenus. Ces mèches serviront de masque pour cacher les cônes de vision en fonction du type d'obstacle. J'ai donc ajouté un script Cover System qui va fournir les données nécessaires au rendu des mèches. J'ai également créé une classe C# MeshData et un struct RecastResult pour structurer les données que j'utiliserai pour dessiner les mèches. Le struct RecastResult stocke deux positions ainsi qu'un boolean renseignant si le recast a touché quelque chose. La classe MeshData contient une liste de RecastResult et le type de couverture, semi ou full. La classe CoverSystem contient une fonction GenerateMaskMeshData qui prend comme paramètre le type de couverture, l'angle total du cône, sa longueur et sa rotation actuelle. Cette fonction retourne une liste de MeshData qui servira à dessiner les masques. Chaque type de couverture est lié à un layer mask qui me permet de trier quels objets interagissent avec le recast. Pour chacun des recasts à effectuer, je détermine une direction et crée un rayon partant du garde. Je crée ensuite un RecastResult afin de stocker les résultats du recast. Si le recast ne renvoie aucun résultat, et si le précédent RecastResult a touché un obstacle, cela signifie que le MeshData est complet, je peux donc l'ajouter à la liste. Si le recast a touché un obstacle, je stocke les données dans le RecastResult. Le start point est le point d'impact du recast hit, le end point est le bout du cône de vision. Si le précédent RecastResult avait déjà touché un obstacle, cela signifie qu'un MeshData est en cours de création, et j'ajoute donc le nouveau RecastResult au MeshData. Si en plus on traite le dernier recast hit, on ajoute directement ce MeshData à la liste. Si en revanche, le précédent RecastResult n'a rien touché, cela signifie que nous commençons un nouveau masque. Je crée donc un MeshData et y ajoute le RecastResult. Si on traite le dernier recast hit, on ajoute le MeshData à la liste. Une fois que tous les recast hits sont effectués, on retourne la liste contenant les MeshData créés. Dans l'éditeur, je crée les nouveaux layers. J'ai ensuite ajouté un script qui lui dessinera les différents meshes à partir de la liste de MeshData. Ce script contient un array de meshFilter. La fonction drawMesh prend une liste de MeshData comme paramètre et va, pour chacun des éléments de la liste, générer un mesh, le transmettre au meshFilter et, en fonction du type de couverture, lui attribuer un layer correspondant. La fonction drawMeshFromData retourne un mesh sur base d'un MeshData, un peu de la même manière que lors de la création du cône de vision. De retour dans le script enemy.cs, il est temps de connecter tous ces éléments. Je crée les variables CoverSystem et CoverMeshDrawer
Et dans la fonction update, je génère les listes de mesh data pour les couvertures totales et partielles, que je transfère ensuite au mesh drawer. J'ajoute ensuite les scripts au GameObjectEnemy et sélectionne les layers pour les recasts du cover system. Je crée plusieurs GameObjects dotés d'un mesh filter et d'un mesh renderer qui deviendront les masques de couverture pour ensuite les ajouter au cover mesh drawer. Ces masques nécessitent un matériel spécifique basé sur ce shader qui rend les pixels du mesh invisibles. Je change ensuite les layers de chacun des obstacles. Full Cover Recast pour les gros obstacles, Semi Cover Recast pour les petits. Il faut maintenant que j'adapte les Render Features pour tenir compte des masques et modifier leur stencil buffer afin de cacher ou afficher les cônes de vision en fonction du type de couverture. Je crée donc un nouveau Render Feature pour les masques de couverture totale et change le stencil buffer des pixels pour une valeur de 1. Les render features étant appliqués successivement du haut vers le bas, il est important de placer ce nouveau render feature tout en haut de la liste. Un second render feature va changer le stencil buffer des masques de couverture partielle et leur attribuer une valeur de 2. Ce render feature doit être appliqué en premier. Je le mets donc tout en haut de la liste. Il me reste ensuite à adapter le render feature du cône de vision principal. Le test est le suivant. Si la valeur 1 est supérieure à la valeur du stencil buffer d'un pixel, celui-ci passe le test et change la valeur de son stencil buffer pour 1. Un petit croquis va illustrer ce qui se passe. Voici en noir les limites des deux cônes de vision. Le premier render feature attribue une valeur de 2 au stencil buffer de tous les pixels des masques de couverture partielle. Le second sélectionne tous les pixels des masques de couverture totale et leur donne un stencil buffer de 1. Le troisième render feature s'occupe du cône de vision principal et lui soumet un test. Si 1 est supérieur à la valeur de son stencil buffer, un pixel passe le test et en profite pour changer la valeur de son stencil buffer pour 1. Le test est donc réussi pour la partie du cône non influencée par les précédents render features, car, par défaut, un stencil buffer a une valeur de 0. Toute la zone verte a maintenant un stencil buffer de 1, le reste du cône n'est lui pas affiché. Le dernier render feature, responsable de l'affichage du cône secondaire, va lui vérifier si les pixels utilisés ont un stencil buffer différent de 1. Cela inclut les pixels non influencés par les précédents render features et ceux dont le stencil buffer est égal à 2. Les render features, par le biais d'une manipulation des stencil buffers, permettent facilement de trier quelle partie d'un mesh est rendue à l'écran. Et voilà le résultat. Les render features fonctionnent comme attendu et masquent les cônes de vision selon le type d'obstacle. Par contre, le système de couverture manque clairement de précision. La première idée pour résoudre ce problème serait d'augmenter le nombre de recasts. C'est la méthode subtilité 0. Non seulement c'est lourd au niveau performance, mais on a encore ce décalage au niveau des coins qui crée ce tremblement des masques. On va donc améliorer la détection des coins de chaque obstacle. Pour cela, on va chercher le moment où le cover system détecte le début d'un obstacle ainsi que sa fin. Lorsqu'un recast ne détecte rien, mais que le précédent détecte quelque chose, cela signifie qu'entre les deux se trouve un coin, que j'appelle coin de fermeture. Je vais envoyer un nouveau recast suivant la bissectrice de l'angle formé entre les deux rayons. Si ce nouveau recast touche l'obstacle, alors le coin se trouve un peu à droite. Sinon,
un peu à gauche. En répétant cette méthode un nombre suffisant de fois, je peux ainsi affiner la détection du coin. Voilà ce que cela donne dans le script Cover System. À l'endroit où on détecte l'angle de fermeture, j'ajoute une fonction Find Closing Edge qui va tenter de trouver un meilleur coin. Cette méthode prend les paramètres habituels et retourne un recast result. Si celui-ci a bien touché l'obstacle, je l'ajoute au mesh data. La fonction Find Closing Edge retourne un recast result à l'issue d'une série de tests basés sur un niveau de précision donné. La direction de recherche sera déterminée en fonction du succès ou de l'échec de la détection précédente, et la zone de recherche sera à chaque itération divisée par 2. On détermine alors une nouvelle direction de recast, et si celui-ci touche l'obstacle, on stocke les données dans le recast result, et on poursuit les tests jusqu'à la fin de la boucle. La fonction Find Entering Edge, qui cherche le coin d'ouverture, se place lorsqu'un recast détecte un obstacle mais que le précédent n'en a pas trouvé. Le coin sera forcément entre ces deux recasts. Cette fonction est très similaire à Find Closing Edge, mais part du principe qu'on a déjà trouvé un meilleur coin. La direction à prendre pour le test est par contre inversée par rapport à Find Closing Edge. En prenant un niveau de précision de 10, on observe une amélioration sensible du cover system. Nous voilà arrivés à la fin de cette deuxième partie et je dois vous l'avouer, c'était la plus compliquée des trois. Si vous avez des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Lâcher un like ou un dislike, ça fait toujours du grain à moudre pour l'algorithme de YouTube. Dans la troisième partie, nous allons aborder la détection du joueur en fonction des zones de couverture. Nous y parlerons surtout de recast et d'un peu de shader graph, mais rien de bien méchant. En attendant, si vous désirez en apprendre plus sur les render features, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo et sur cette vidéo pour en savoir plus sur DoTween par exemple. On se revoit bien vite. Allez, bisous.